Donc Vincent Duché est diplômé de l'École supérieure d'art et de design de Valence-Grenoble en 2014. Il a été diplômé en 2014. Vincent Duché a rejoint durant une année le laboratoire de recherche des arts décoratifs de Paris. Et depuis 2016, il prépare une thèse en esthétique à l'Université Paris 8 au sein du laboratoire Art des images et art contemporain sur la question de l'indicialité des représentations numériques du visage. Alors, c'est bien, là, on le voit. Ouais, je mets juste en plein écran. Alors, bonjour. Déjà, je tiens à remercier Vincent Siciliato d'avoir organisé ce colloque qui est déjà très très riche. Je vais essayer de capter vos derniers instants d'attention de cette matinée. Moi, je vais vous parler de visage simulé en images de synthèse à travers une notion qu'on ne lui prête que rarement, il me semble, qui est celle de plasticité. Et afin d'interroger cette notion de plasticité, je fonderai mon analyse sur une œuvre récente de Catherine Icam et de Louis Fléry qui s'intitule Portrait Particule, qui est en fait une installation qui a été exposée en 2016 au Centre des Arts d'Angers-les-Bains durant leur exposition personnelle Point Cloud Portraits. Je vous propose déjà de regarder un extrait vidéo. Et ça ne se lance pas. Je vais faire une autre solution. Sinon on décrit. Parce que ouais, ah oui, oui, parfait, ouais. Ouais, très bien. Alors, Portrait Particule, c'est une installation interactive qui présente à l'écran un visage composé de millions de points. En l'absence de visiteur, ce dernier est doté de comportements autonomes. Il flotte dans l'espace de l'écran et semble soumis à des lois gravitationnelles qui lui sont propres. Et à la détection du spectateur par une Kinect, le visage répond à sa présence de façon dynamique, notamment par un jeu de mimétisme. Cette commande, qui est donc opérée par le geste du spectateur, se fait le levier en fait de la perte de réalisme du visage, puisque ces particules se répandent jusqu'à devenir progressivement une image abstraite. Il faut déjà aussi définir ce terme de plasticité qui a une richesse sémantique très importante, puisqu'il est employé dans de nombreuses disciplines scientifiques, notamment en neurologie avec la plasticité cérébrale, aussi en biologie, en physique, en psychologie. Mais son origine sémantique, elle, est esthétique. Plasticité est issue du grec ancien plasticus, qui désigne ce qui est relatif au modelage. Donc le terme s'articule à la fois autour de la réception et de la donation de forme, notamment selon Catherine Malabou, qui est une philosophe qui est spécialiste de cette notion. Il désigne, je cite, la capacité de se former et de se transformer, de se dessaisir de sa forme ancienne. Et c'est donc à travers l'expérience de la malléabilité de cette représentation numérique du visage que j'ai souhaité mettre cette notion esthétique de plasticité à l'épreuve des formes écraniques et interactives de l'image de synthèse, et aussi que j'ai souhaité voir ce que cette plasticité numérique fait au visage. Alors dans un premier temps, on verra dans quelle mesure la matière numérique, entre guillemets, du visage relève de la plasticité à travers une analyse de sa morphogénèse, donc comment la forme du visage s'engendre-t-elle et pour quels enjeux esthétiques. Ensuite, je verrai comment la spécificité de l'image numérique, donc à savoir son interactivité, est la condition même de la dite plasticité de l'œuvre. Donc comment la rencontre entre le visage et le spectateur façonne le visage numérique. Et enfin, j'ouvrirai cette analyse à la question du portrait, qui est contenue dans le titre de l'œuvre Portrait Particule, lorsque celui-ci est moins la trace d'un visage dans le temps qu'un visage qui s'actualise perpétuellement. C'est plus la vidéo, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien passer au slide suivant, mais ça ne
image très bizarre. C'est vraiment bizarre. Peut-être faire réapparaître. Voilà. Alors déjà, à propos de cette morphogénèse du visage numérique, un entretien réalisé avec les artistes dans le catalogue de l'exposition en question nous apprend que les visages sont issus de captations numériques réalisées à partir d'un dispositif de saisie tridimensionnelle. Donc contrairement à certaines de leurs œuvres passées dans lesquelles le visage est entièrement construit informatiquement, le visage a ici un référent réel. Le dispositif utilisé s'apparente à l'invention de l'américain Paul Ernest de Bévec, qui s'appelle le Light Stage, qui a été présenté en 2000. Donc, il s'agit d'une grande sphère constituée d'une dizaine d'appareils photo numériques et de systèmes lumineux qui capturent simultanément un modèle. Et c'est justement à partir de ces acquisitions, des acquisitions de ce type de dispositif, que la machine va ensuite calculer ce qu'Edmond Couchot appelle une réplique numérique de l'objet. Alors sur certaines simesses de l'exposition, Catherine Icahn et Louis Fleury font la démonstration du réalisme, voire de l'hyper-réalisme de la simulation numérique, notamment avec cette série de portraits qui s'appelle justement Portraits réels virtuels. Mais avec Portrait Particule, il semble prendre en quelque sorte le contre-pied de cette technologie, notamment avec l'usage du nuage de points comme représentation graphique du visage. Donc l'exposition Point Cloud Portraits tire son nom d'une extension de fichier .psd qui signifie Point Cloud Data, donc nuage de points en français. Il s'agit de la première représentation graphique des données captées par ce type de procédé, justement de numérisation tridimensionnelle. Donc c'est finalement la première image du visage référentiel qui apparaît à l'écran avant même que celle-ci ne soit une modélisation 3D à proprement parler. Puisque modélisation 3D, on l'entend plus généralement comme vraiment le maillage tridimensionnel de l'objet. Alors pour faire rapidement, l'intérêt pour les infographistes de ce type de représentation, c'est de pouvoir évaluer la qualité et la précision de l'acquisition des données, mais aussi de pouvoir traiter et nettoyer les données superflues ou erronées, donc le bruit, qui entraverait la réalisation optimale du maillage tridimensionnel. Donc on l'aura compris, le nuage de points n'est pas une fin en soi, il est la première interface entre le réel et ces images à venir. On pourrait peut-être aussi se dire que ce serait le médium du visage numérique si l'on reprend la définition de Jacques Rancière, c'est-à-dire ce qui se tient entre une idée et sa réalisation, entre une chose et sa reproduction. Donc en choisissant de s'emparer de cet état d'entre-deux de la matière ouverte à la transformation, Catherine Icahn et Louis Fleury fixent le visage dans une entière indétermination. Donc quelque part entre le réel et sa représentation à venir, le nuage de points serait un entre-image. Donc ce terme de entre-image, je l'emprunte bien sûr à Raymond Bellour, car il interroge les passages entre les images comme formes autonomes. Donc cet entre-image nous plonge ici dans la représentation graphique du visage en train de se faire, donc le nuage de points comme espace de travail, comme atelier du visage, à la différence que dans l'œuvre, le faire ne conduit pas à une réalisation finale, car le visage particule ne se consolide jamais en un maillage tridimensionnel, comme s'il était finalement réalisé dans son caractère indéterminé, dans son statut de visage en projet. L'entre-image, selon Raymond Bellour, pose aussi la question de la relation de l'image au langage, sur laquelle repose le visage numérique. L'interactivité de l'œuvre joue d'une dialectique entre réalisme du visage et abstraction des données qui sous-tendent ce visage. Donc il s'agit pour l'œuvre de déconstruire ce réalisme pour nous faire voyager dans la chair numérique du visage, à savoir l'espace symbolique des données. En représentant cette interdépendance image-langage, l'œuvre démontre à quel point la frontière entre réalisme et abstraction est non seulement inframince, mais que les deux peuvent même coexister dans l'espace même de l'image. C'est cette mise en avant des mécanismes de la simulation numérique qui nous renvoie sans cesse à la construction du visage et par conséquent ce sur quoi repose cet hyper-réalisme. Donc le nuage de points n'est donc plus exclusivement mis au service d'un référent réel. Celui-ci est travaillé dans sa plasticité, c'est-à-dire dans sa capacité de se former et de se transformer, jusqu'à même supplanter le visage et devenir sujet de l'œuvre. Donc cette relation dynamique qui s'instaure entre le visage et le nuage de points fait que l'œuvre n'est pas l'image d'un visage au sens d'une représentation,
mais un visage image. Et ce terme de visage-image permet de penser la simulation numérique non pas comme une image référentielle, comme le suppose le ça a été barthésien à propos de la photographie, donc une image de quelque chose, mais comme une image actée, dotée d'autonomie et de vie. Alors selon Jean Baudrillard, je cite, « L'ère de la simulation s'ouvre par une liquidation de tous les référentiels ». Fin de la citation. Donc déconnectée de toute référence, l'image serait alors la condition même d'existence du visage et constituerait d'une certaine manière sa corporalité. Le nuage de points ne se réduit donc pas au simple statut de véhicule transparent de l'information, il est lui-même information et agit comme organisme artificiel du visage. À ce propos, Paul Virilio affirme que l'information va devenir la troisième dimension de la matière. Aussi, dans la continuité de cette analogie entre vivant et artificiel, on pourrait aussi envisager le nuage de points comme épiderme du visage. Selon le philosophe François Dagonier, le cutané bénéficie d'un statut à part, celui de l'interfacialité. Par l'un de ses côtés, l'envers, il côtoie le viscéral. Par l'autre, l'endroit, il nous met en relation autant avec l'extérieur, les sensations, qu'avec ce qui relève de l'intersubjectivité. Une bivalence fondamentale l'explique et surtout la constitue à la fois comme un filtre et comme un écran. Alors effectivement, l'acquisition numérique des données par le scanner 3D se limite à l'analyse de la surface du visage, donc à la peau, contrairement à d'autres systèmes de vision qui peuvent placer la vue à l'intérieur du corps. Donc finalement, le visage numérique est réduit à sa surface épidermique, il n'est pas reconstitué bien sûr de l'intérieur. Et contrairement à la définition de François Dagonier qui parle d'endroit et d'envers, l'œuvre nous apprend immédiatement qu'il n'y a rien d'autre que ce qui nous est présenté d'emblée dans l'image. La transparence, les jeux de profondeur et de mouvement offerts par le nuage de points mettent à mal toute dialectique d'intérieur-extérieur, jusqu'à la notion même de porosité que l'on prête logiquement à la peau. Donc si cette peau ne recouvre rien et qu'elle ne régule aucune relation dedans-dehors, elle relèverait alors, pour reprendre l'expression toujours de Dagonier, de l'absurdité d'un dehors sans dedans. Le visage numérique serait alors pure extériorité, il ne serait que matière, volume et lumière. Et cette matière, ce volume et cette lumière sont travaillés par le spectateur dans le cadre de l'interactivité de l'œuvre. Donc on va justement dès maintenant en arriver à cette interactivité comme condition de la plasticité. Et pour cela, il faut rappeler déjà que la plasticité, contrairement à ce que cela est souvent dit de ce terme, n'est pas dans un rapport de passivité. Au contraire, il n'y a pas de plasticité sans résistance, puisque seul ce qui résiste est apte à contenir une forme. Donc c'est d'ailleurs pour cela que plasticité est antinomique de fluidité, puisqu'au contact de la main, bien sûr, il n'y a pas d'empreinte. Aussi, Luigi Pareson nous apprend que la plasticité est dans une collaboration entre la matière et l'intention formative, car toutes deux donnent et reçoivent en même temps. Et donc c'est justement dans cette collaboration décrite par Luigi Pareson que s'articule, on va le voir, l'interactivité de l'œuvre. Donc selon Jacques Lafont, l'image de synthèse est une interface entre le monde sensible et le monde intelligible. Elle s'actualise continuellement et permet l'expérimentation dynamique de l'œuvre par le spectateur. Donc l'interactivité du visage-image renvoie finalement, de par sa nature déjà d'image de synthèse, renvoie à un rapport d'altérité. Altérité qui est une notion clé bien sûr de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qu'il travaille justement à partir du visage. Ce dernier explique notamment que la présence du visage doit être reçue comme un commandement et qu'il est de notre responsabilité de répondre d'elle. Alors dans Portrait Particule, le visage agit également comme une adresse au spectateur. Elle l'engage d'emblée dans un échange, bien que celui-ci soit programmatique et automatisé. Le visage s'anime comme pour répondre à sa présence, et l'altérité se construit finalement autour d'un jeu d'imitation. Tantôt le visage numérique reproduit fidèlement le mouvement de la tête du spectateur, tantôt le mouvement du corps entier, peut-être aléatoirement, je ne sais pas, le mouvement du corps entier du spectateur commande un effet de zoom dans l'image. Donc difficile alors d'anticiper ce que la présence du spectateur fait au visage, donc quel mouvement pour quelle répercussion plastique, et parallèlement ce que le visage renvoie au spectateur de lui-même, quelle trace de ma présence dans l'image. Donc néanmoins, une fois les mécanismes découverts, le spectateur va tenter de les contourner et jouer justement de l'écart entre son intention formative et les résistances de la matière.
Mais la plasticité dans son acceptation esthétique sous-entend une dimension indicielle du geste sur la matière à laquelle le sujet interfacé ne peut prétendre a priori. Donc il faut maintenant se demander quelle est la nature de ce geste dans cette installation. Alors selon Jean-Louis Weisberg, l'irruption de la gestualité et à travers elle de la corporalité dans nos rapports aux images est sans doute le caractère le plus marquant des mutations engagées par l'informationnalisation de ces mêmes images. Le corps est directement mobilisé comme condition d'apparition de l'image. Donc l'image ne serait pas que vue, mais bien vécue de l'intérieur, permettant l'expérience même d'une réalité virtuelle. Mais s'il n'est pas question d'immersion à proprement parler dans Portrait Particule, il y a toutefois un lien causal entre le corps du sujet et l'image. Et ce lien causal, c'est celui du geste interfacé. Donc le geste du spectateur est dit interfacé, en premier lieu car il n'est, comme je l'ai déjà dit, pas dans un rapport indiciel à la matière. Son résultat n'est pas le substrat d'une contiguïté physique, il est une représentation graphique commandée par le mouvement du spectateur. Donc, dès lors, le geste façonne le visage numérique par l'intermédiaire du programme qui traduit graphiquement à l'écran le mouvement du spectateur. Il perturbe la volumétrie du visage en répandant les particules qui organisent sa figure jusqu'à même compromettre sa reconnaissance. Donc ainsi, à trop façonner le visage, ce dernier perd la face. Il n'est alors plus question de transformation, mais bien de défiguration. Et cette perte de réalisme fait acte de la négociation interfacée des formes, aboutissant finalement à un espace symbolique des données, comme on le voit avec le nuage de points. Mais ce nouveau modelé de l'image par le spectateur peine à tenir l'information et revient progressivement à la forme initiale du visage référentiel, donc dans un lent mouvement d'attraction des particules. Donc c'est alors que se joue ici une réelle rupture avec l'une des caractéristiques de la plasticité, à savoir sa capacité à détruire la forme précédente et à contenir la nouvelle forme. Du coup, on peut se demander est-ce qu'il ne serait pas plutôt question d'élasticité plutôt que de plasticité. Alors, en physique des matériaux, la déformation élastique est la capacité des atomes qui constituent une matière à se déplacer de leur position d'équilibre sans générer d'ordre structural supplémentaire. La force électrostatique qui lie chaque atome à ses voisins engendre un retour à la forme initiale. Alors, sur le même principe, le visage ne se réduit donc pas, ne se détruit pas au profit d'une nouvelle forme. Il est toujours là, bien qu'étiré, déployé, écartelé, défiguré. Le nuage de points représenterait graphiquement ces atomes qui se refusent à la pérennité d'une forme imposée par le spectateur, revenant sans cesse au visage référentiel. Donc finalement, cette élasticité ne fait que nous renvoyer aux modalités de production du numérique, à savoir la possibilité d'apporter un changement à un fichier sans jamais l'altérer structurellement, puisqu'un fichier numérique peut contenir la mémoire de toutes ces formes passées. Donc toutes les visagéités produites par le spectateur sont des versions temporaires d'un modèle immuable. On s'écarte alors du moulage pour aller vers la modulation. Donc, selon Gilbert Simondon, mouler et moduler de manière définitive, moduler et mouler de manière continue et perpétuellement variable. Alors cette persistance du visage référentiel nous conduit à la dernière partie de mon intervention sur la question identitaire que l'on prête généralement au portrait. Donc le portrait et l'identité sont principalement travaillés dans cette œuvre par la déconstruction du réalisme figuratif du visage. Selon Louis Fléry, le portrait est d'abord une présence et non pas une ressemblance. Donc l'élasticité est finalement ce qui permet de rejouer le surgissement du visage, attestant sans cesse de son existence. La dite élasticité, tendue entre l'image du visage et la représentation plastique d'une rencontre, mais finalement enseigne une déconstruction figurative qui ouvre le modèle sur la matérialité même de l'image, et nous le verrons en conclusion sur le caractère insaisissable du visage. Donc, Portrait Particule joue tout d'abord d'une tension dans le portrait entre identité référentielle, donc l'identité du modèle de la captation, et identité figurative, l'esthétique du nuage de points. Car le portrait ici ne renvoie que peu à la personne représentée. Nous serions même tentés d'avancer que l'identité figurative évince l'identité référentielle, jusqu'à faire du visage un modèle interchangeable. Donc dans un même mouvement de particules opéré par le spectateur, le modèle est autant figuré que noyé par le nuage de points.
Nous comprenons du coup que le portrait ici n'est pas mis au service de l'individu représenté. Au contraire, l'individu représenté est mis au service du portrait, comme s'il s'agissait d'en faire le sujet de l'œuvre. Donc cela est d'autant plus rendu explicite dans le titre de l'installation, qui se garde de révéler l'identité du modèle, mais qui en outre se fait l'indice de l'identité figurative du portrait. Donc l'œuvre illustre alors une réflexion de Jean-Luc Nancy. L'état civil du portrait, c'est son état figural. J'arrive bientôt à la fin. Toujours à contre-courant de la fonction signalétique du portrait, Catherine Hickam annonce que celui-ci cesse d'être la référence unique à l'identité et devient manipulable à l'infini. Donc l'artiste ici insiste sur une dimension haptique, donc le toucher du numérique, mettant la main physiquement et métaphoriquement au cœur du processus de l'œuvre. Il n'est alors pas question de sacraliser le double numérique dans sa fonction de reconnaissance, mais au contraire d'en faire un matériau travaillé dans son élasticité. Et c'est cette même élasticité dans son mouvement de va-et-vient entre le modèle original et ses doubles qui produit cette présence du portrait. Mais cette présence n'émane pas du modèle référentiel, mais bien du spectateur au travers de l'interactivité de l'installation. Car le portrait ne simule pas la vie de l'individu représenté, mais bien la vie matérielle de l'image interactive. Le mouvement ne concerne pas les expressions faciales, donc la grammaire du visage pour reprendre l'expression de Louis Marin, mais la volumétrie de la tête entière, explosant ses normes anthropométriques. Il est alors bien question de présence dans cette œuvre, bien qu'il s'agisse finalement de celle du spectateur qui actualise l'image et se retrouve d'une certaine manière dans celle-ci. Donc finalement, si le spectateur se voit dans l'œuvre, ce n'est pas dans un reflet analogique de sa personne, mais dans une image construite sur un principe d'hybridation qui fait état de sa rencontre avec celle-ci. Donc la rencontre, le être en présence du portrait, agit alors dans l'image comme rapport d'émergence de la forme. Et pour conclure, il s'agit finalement dans cette œuvre de penser le portrait dans son faire numérique, le faire d'un visage qui se refuse au maillage, préférant le statut d'entre-image, mais aussi le faire d'une rencontre qui émancipe le visage de la copie parfaite, de la ressemblance, pour travailler le visage dans sa potentialité plastique jusqu'à le perdre parfois. Et c'est alors qu'Emmanuel Levinas nous apprend que la rencontre avec le visage commence lorsque nous cessons de l'objectifier, de l'appréhender par ses propriétés formelles, pour finalement le transcender. Et je finirai par cette citation d'Emmanuel Levinas. « Autrui qui se manifeste dans le visage perce en quelque façon sa propre essence plastique, comme un être qui ouvrirait la fenêtre où sa figure pourtant se dessinait déjà. » Merci. Quelques questions? Oui, alors... J'ai beaucoup apprécié votre présentation, mais j'ai un doute concernant la notion de plasticité que j'aime bien aussi. Parce que là, vous avez dit que plasticité détruit la forme précédente. Il y a cet aspect de détruire la forme précédente. Et là, je ne suis pas sûre si je suis d'accord, parce que c'est plutôt passage d'une forme à l'autre que la destruction. C'est difficile de décrire ça comme destruction. Et si vous remplacez cette notion avec l'élasticité, ça revient en même. Si quelque chose change la forme, vous pouvez nommer ça destruction, mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Alors je me demandais à qui vous avez fait référence pour arriver à la conclusion qu'il s'agit de la destruction. Est-ce que c'était en accord avec la définition de Catherine Malabou, ou bien vous avez regardé comment c'est chez Hegel, parce qu'elle prend ça de ses écrits. Et de plus, dans nos cerveaux, la plasticité cognitive de notre cerveau, ça revient non plus à la destruction. Alors ça m'a beaucoup étonné. Oui, alors effectivement, je me fonde principalement sur Catherine Malabou, qui, elle, parle pour le coup vraiment de destruction. Et c'est justement dans cette... pour distinguer la plasticité de l'élasticité, elle parle de ce rapport à la destruction, justement, parce que si on essaye de revenir à la forme précédente,
même si on peut l'imiter, ce sera jamais exactement la même. Donc il y a toujours ce principe vraiment de mise à mort. Enfin, c'est assez violent, ce terme de destruction, d'annuler la forme précédente. Mais c'est ce qui nous permet finalement de faire la distinction avec l'élasticité, avec d'autres types de manipulation de la matière. Alors donc, vous avez fondé ça sur... Moi, sur Catherine Malabou principalement, oui. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est une interprétation déjà de ce qui a été fait. Il y avait une question. Je voulais juste dire qu'il est question aussi de la forme du visage, de reconnaissance de la forme du visage qui disparaît, en ce sens. Oui, aussi, oui, bien sûr. Chaque séquence, c'est pour cela que destruction pour moi, Mais je comprends en tout cas. Oui, je voulais alors bravo encore pour la présentation, c'était très bien, et l'œuvre aussi est très belle que tu nous as montré. Vraiment c'est parfait, mais est-ce que tu pourrais revenir sur la fin de la conclusion qui a peut-être été un petit peu tronquée par le temps, et sur cette idée finalement de cette opération de miroitement qui existe entre le spectateur et puis l'objet, l'œuvre en tout cas, qui fait figuration. Du coup, sur cette hybridation entre le... Sur cette relation entre le spectateur qui cherche finalement sa propre image dans le portrait qui est présenté, mais comment il pourrait la retrouver et qu'est-ce que ça induirait finalement sur sa propre image à lui. Mais tu en as déjà parlé, mais... Peut-être pour poursuivre déjà ma réflexion, je vais profiter de cette question, où finalement peut-être que cette œuvre, c'est presque une métaphore du processus de création, ou même d'une rencontre même, où ce rapport à l'altérité, qui est finalement la reconnaissance de l'autre dans sa différence, ou comment cohabiter chacun en étant soi-même, mais où il y a quand même cette porosité qui fait qu'il y a échange. C'est finalement ce qui se passe dans cette œuvre où finalement, en essayant de rencontrer l'autre, on le modifie un petit peu, et en même temps, il y a toujours ce retour à l'identité de l'individu. Et je pense que c'est ça que cette œuvre, pour le dire plus vulgairement, que c'est ça ce que cette œuvre essaye de nous dire, en fait, en tout cas quand moi j'en ai fait l'expérience, ça m'a vraiment fait penser à ce rapport d'altérité, justement, mais qui se joue dans toutes les œuvres de Catherine Hickam et Louis Fléry, en fait. Une dernière intervention. Dans la prolongation de la question, Raymond Devos, quand il parle de l'entre-image, il dit que c'est un espace flottant. Alors, au-delà de la littéralité de l'œuvre, est-ce que, donc ma question est là, est-ce que finalement la présence du spectateur, elle n'est pas dans cet espace flottant, c'est-à-dire du fait de manipuler entre chaque petit fragment l'espace flottant en tant qu'espace incertain, ou espace de respiration, un vide et un plein. Voilà. Est-ce que la présence du spectateur, du coup, elle ne se retrouve pas là plutôt que dans la question du visage? C'est encore une fois la question du dispositif, en fait, aussi de se retrouver par rapport à ce geste interfacé aussi. Il y a cette question du langage qui se met aussi dans l'entre-deux de cette rencontre avec le visage. Et effectivement, ouais, cet espace que vous décrivez aussi, en fait, vous l'avez déjà très bien expliqué, donc. Mais en tout cas, je. C'est Bellour qui l'explique un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Je voudrais poursuivre et si j'ai bien compris, tu parles d'une espèce d'histoire d'amour finalement là, avec le visage qui serait flottant avec des particules. Mais comment on pourrait imaginer finalement vivre une histoire d'amour avec une machine? Parce que là, c'est une machinerie, quoi. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus? Une histoire d'amour. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est-à-dire cette rencontre avec l'autre, mais là, l'autre, c'est une machine. On est bien d'accord. Et pourtant, on pourrait avoir une espèce... En fait, tu nous parles de ton expérience personnelle. Oui. Il y aurait vraiment une espèce Mais c'est une histoire d'amour, mais en même temps, c'est très déceptif comme installation. Comme toutes les œuvres de Catherine Hickam, où... je vous laisse en juger. Mais souvent, il y a cette question aussi d'une latence, même quand on le voit avec Oscar qui nous tourne le dos dans certaines installations de Catherine Hickam. C'est une rencontre, mais qui aboutit rarement. En fait, c'est l'expérience de la rencontre plutôt que de ce à quoi ça peut aboutir.
C'est surtout ça qui se joue, j'ai l'impression, dans... Et elle le dit, une citation, elle dit c'est une rencontre qui n'aboutit pas. Ah bah voilà, ouais. Elle le dit elle-même, les rencontres sont déceptives, elles n'aboutissent pas. Je suis d'accord, mais là, on parle toujours d'une rencontre avec une machine. Oui, c'est la potentialité d'une rencontre, c'est oui, c'est plutôt la potentialité, ouais. C'est le fantasme d'une rencontre, quoi. Avec une machine. Avec peut-être quelque chose, d'une présence qui serait portée par la machine. Puisque comme tu le disais bien, c'est pas créé de toutes pièces. Il y a eu modèle réel. Donc il y a peut-être une forme de présence. En plus, ça réagit, mais comme tu dis bien, c'est déceptif, quoi. Ça n'aboutit pas. Merci, on continuera. Oui, je suis désolé parce qu'on doit quitter la...